Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, c'est la semaine où il ne faut pas être en vacances. Si vous êtes investisseur sur les marchés professionnels ou particuliers, la semaine sera riche et intense en publications d'entreprises. Tout d'abord, puisque les 3/4 des sociétés du CAC 40 vont publier leurs indications de chiffre d'affaires et ou de rentabilité au cours de cette semaine pour le trimestre écoulé et l'ensemble du premier semestre de l'année 2021. Ça commencera ce soir avec LVMH et Michelin qui publieront leurs chiffres après la clôture en Europe. Et puis aux États-Unis, là aussi, un montée en puissance de la saison de publication de résultats qui a déjà commencé il y a une dizaine de jours avec 200 sociétés du S&P 500 qui sont attendues tout au long de la semaine, à commencer par les poids lourds GAFAM. Ça commencera alors ce soir avec Tesla qui n'est pas techniquement intégré au groupe des GAFAM mais qui est évidemment un poids lourd important pour la cote américaine. Et puis on continuera demain soir avec notamment le tir groupé d'Apple, Microsoft et Google, attendu donc demain après la clôture de Wall Street. Semaine intense également sur le front de la macroéconomie avec la réunion de la Réserve fédérale américaine, évidemment, qui commencera demain et qui se tiendra jusqu'à mercredi. Une réunion d'attente avant le grand rendez-vous de la rentrée pour les banquiers centraux, le symposium de Jackson Hole qui se tiendra à la fin du mois d'août. Qu'attendre de la Fed? On en parlera avec Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management, qui sera avec nous par téléphone au cours de cette demi-heure. Et puis des indications d'activité importantes également, puisque nous aurons les premières estimations de croissance de PIB pour le deuxième trimestre pour de grandes zones géographiques, les États-Unis notamment, ou encore la zone euro. Des chiffres donc importants pour les marchés avant une pause estivale de quelques semaines. Les marchés qui débutent cette semaine dans la prudence, on le voit avec des indices en Europe qui sont légèrement négatifs à mi-séance. Après une semaine sportive, il faut s'en souvenir, un trou d'air qui a été comblé très très rapidement la semaine dernière avec un rebond en V après le trou d'air de lundi dernier. On parlera des forces de marché avec Romain Daubry, le plan de trading avec Bourse Direct chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Une semaine qui commence avec une petite note de prudence sur les marchés actions. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Direct. La bourse de Paris s'enfonce dans le rouge à la mi-journée. La prudence l'emporte avant cette semaine très chargée. Des inquiétudes toujours présentes sur le variant Delta, bien sûr. Sans oublier le comité de politique monétaire de la Fed qui se réunit mardi et mercredi. L'inflation sera de nouveau au menu de la réunion. S'y ajouteront des interrogations sur le calendrier à venir de la réduction du soutien monétaire. Les investisseurs suivront surtout les publications de résultats d'entreprise qui seront particulièrement nombreuses. 50% des entreprises européennes et américaines présenteront leurs comptes dans les prochains jours. L'agenda macroéconomique sera également riche, avec notamment la croissance économique au deuxième trimestre et les chiffres de l'inflation aux États-Unis et en zone euro. Aujourd'hui, on apprenait que le climat des affaires en Allemagne s'était dégradé, contrairement aux attentes. L'indice calculé par l'Institut IFO est tombé à 100,8 contre 101,7 en juin. Les économistes et analystes prévoyaient en moyenne une amélioration à 102,1. En France et du côté des valeurs, on suivra Forestia en baisse à la mi-journée qui publie pourtant au titre des 6 premiers mois de 2021 un résultat net de 146 millions d'euros. L'équipementier automobile affiche des ventes de 7,78 milliards d'euros, soit une hausse de 27,9%. Des résultats toujours freinés par la crise des semi-conducteurs. On apprend aussi aujourd'hui qu'ICAD relève ses objectifs 2021 à la faveur de résultats semestriels, je cite, très bien orientés. Le groupe immobilier vise désormais un cash flow net courant groupe et action 2021 en croissance d'environ 3%. On attend plus tard les résultats de LVMH, BNP Paribas et Air Liquide. Air Liquide d'ailleurs qui indique avoir signé un contrat d'achat à long terme avec Total Energy à travers sa filiale de fourniture d'électricité en Belgique pour une capacité totale de 15 MW d'énergie éolienne offshore en Belgique. L'activité
a rebondi plus fortement que prévu au premier semestre pour Thales. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité en a donc profité pour relever son objectif de chiffre d'affaires annuel. Le groupe vise désormais un CA 2021 compris entre 17,5 et 18 milliards d'euros. On suivra aussi aujourd'hui Valeo. Malgré la pénurie de semi-conducteurs, l'équipementier automobile est parvenu à signer un fort rebond de sa rentabilité lors du premier semestre de l'année. Le groupe a dégagé un résultat net de 90 millions d'euros contre une perte de 1,21 milliard un an auparavant. Lagardère aussi qui abandonne plus de 3% à la mi-journée après une information du Monde selon laquelle le parquet national financier a ouvert en avril une information judiciaire pour biens sociaux, d'achat de vote, de comptes inexacts et de diffusion d'informations fausses ou trompeuses. Lagardère conteste ces informations. Il y aura aussi Stellantis qui annonce la signature d'une facilité de crédit syndiqué renouvelable de 12 milliards d'euros. Enfin, les cours du pétrole reculent. À la mi-journée, avec les inquiétudes sur le Covid-19, ils évoluent en dessous des 74 $ à la mi-journée. Eva Ben Saadi qui nous accompagne cette semaine tout au long de la journée, chaque jour depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le plan de trading avec Bourse Direct pour bien commencer chaque semaine sur les marchés avec Smart Bourse et Romain Dobry qui est avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue Romain, merci d'être là. Vous êtes membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. On parle avec vous des grands équilibres de marché, du rapport de force également sur les marchés avec les indices et différentes classes d'actifs qu'on passe en revue chaque lundi avec vous Romain. Justement, que dire peut-être de l'état des lieux des forces en présence au démarrage d'une semaine intense sur le plan des publications d'entreprises, sur le plan de la macroéconomie également, il y en aura pour tout le monde. Et à l'issue d'une semaine qui a été un peu sportive, c'est ce que je disais en introduction, il y a eu ce trou d'air lundi dernier qui a été très très vite comblé par les indices. Quels enseignements peut-être retirés de cette semaine et que dire des forces en présence en ce début de semaine ? Bonjour Grégoire. Bien, il y a un mouvement qui est à l'image de ce qu'on a connu précédemment, des trous d'air qui sont effectivement rapidement mis à profit par des acheteurs. On remarque qu'on a quand même allé un petit peu plus bas que les fois précédentes, ça a été un petit peu plus brutal. Et surtout en termes techniques, pour aller à l'essentiel, ce qui est important, c'est qu'on est remonté avec pas d'intérêt, pas de soutien. On le voit avec des volumes qui ont été tous les jours largement inférieurs à 3 milliards. Et puis surtout une position ouverte, une position nette spéculative sur le futur CAC 40 qui n'a fait que diminuer. Donc à la clôture de lundi dernier, 6295 points, on avait 268 000 contrats ouverts sur le mois en cours. Et maintenant qu'on est aux alentours des 6550 points, eh bien, il y a 12 000 contrats de moins. Donc tous les jours, quel que soit le mouvement, un peu de contrats ont été détruits. Donc du rachat de short et pas d'intérêt, pas de soutien dans ce rebond. Donc on a probablement payé le bas. Il y a quelques valeurs qui ont été fait l'objet d'intérêt, mais on sent qu'il n'y a pas beaucoup de force dans le mouvement. C'est toujours un peu cette même logique que les opérateurs se laissent porter, ils ne prennent pas de grosses initiatives. On attend un peu. Il y a peut-être quelque chose qui se dessine doucement qu'on va évoquer tout au long du plan de trading, c'est le retour des technos. Des technos au sens large, mais évidemment des GAFAM dans cette grosse semaine, comme vous l'indiquez, avec évidemment c'est celles qui vont être au cœur de l'attention. Et justement, les opérateurs ont peut-être anticipé un peu ce mouvement-là en allant chercher pas mal, notamment les fameuses GAFAM, puis les valeurs technologiques en Europe aussi. Il y a donc quelques secteurs qui s'en sortent un petit peu mieux, qui font un peu l'objet d'intérêt, mais globalement c'est un peu sans tendance, un peu prudent, et on voit le manque de soutien. Du côté de la position ouverte, enfin du ratio de couverture sur les options, l'alerte de la semaine dernière a réveillé un petit peu les couvertures et les opérateurs qui se sont couverts légèrement, mais on est vraiment dans une ambiance estivale. La position ouverte sur les options est faible, et même si le niveau de couverture a été un peu rehaussé, on est dans un ratio de portefeuille couvert, mais avec une position ouverte modérée, donc un marché qui est pas très vulnérable, mais qui se laisse porter, des investisseurs qui ne sont pas complètement stressés, pas complètement prudents non plus. On le voit sur le mois de septembre où c'est assez complaisant. On a des niveaux de volatilité qui restent quand même assez importants en revanche, avec 14 sur le CAC, un peu plus de 17 sur le S&P. Donc c'est un marché qui n'est pas complètement détendu. Ce sont des opérateurs qui ne sont pas complètement endormis, même si ils préfèrent payer les creux, mais
En tout cas, ces niveaux-là, ils les achètent pas. Sur le plan technique, comment est-ce que tout ça se traduit, Romain? À commencer par nos indices européens, on peut prendre le DAX allemand comme indice de référence et puis le CAC 40 parisien, bien sûr. Est-ce que techniquement, on est dans quelque chose d'assez neutre là aujourd'hui? Oui, tout à fait. Le DAX est un bon exemple, puisque depuis le mois de mars, le DAX ne fait rien ou quasiment rien. Il a évolué depuis le mois de mars dans un trading range de 6% environ, donc au-delà de 14 950 pour aller buter sur une résistance importante à 15 810 points. Vous devez l'avoir sous les yeux, le trading range, et donc vous voyez une oblique violette qui est au milieu. Cette oblique, c'est la borne haute du canal haussier de long terme du DAX. Donc on accumule proche de cette borne haute, même au-delà pour l'instant, et plutôt dans la partie haute du trading range, donc plutôt dans la moitié haute du trading range, au-delà des 15 496. Donc c'est plutôt un signe de force. On voit en revanche qu'on a rompu le canal haussier qui était actif depuis plusieurs semaines, et on l'a rompu il y a maintenant quelques jours. Donc la dynamique haussière, on n'a pas réussi à la reprendre, mais c'est plutôt un signe, voilà, de neutralité dans l'immédiat, trading range, pas beaucoup de force sur cet indice, et puis surtout un indice DAX qui vraiment est neutre et ne bouge pas, contrairement au plus haut qu'on pourrait observer. Il ne se passe pas grand-chose, mais cette accumulation en partie haute, c'est plutôt un signe de force. Bon. Que dire du CAC 40? Si on regarde le futur CAC, alors on traite sur le futur juillet désormais. Futur août, même. Août, bien sûr, oui. Futur j'ai un mois de retard. Août, on est encore en juillet et ça va être intéressant effectivement, mais voilà, l'échéance est passée. D'ailleurs, le mouvement a eu lieu post-échéance, comme encore une fois, donc un marché très technique. On voit que l'indice, là c'est une photographie du futur CAC 40 en 14 heures, on voit que l'indice a effectivement bien rebondi sur son niveau de support important, 6250,5, on l'avait évoqué plusieurs fois il y a quelques semaines, on s'est installé au-dessus et puis on est allé le retester assez puissamment. Toujours un marché extrêmement technique, même si encore une fois on déplore donc ce manque d'intérêt. En revanche, on a fait quelque chose d'important, c'est qu'on a réussi à aller déborder cette oblique que vous avez en noir, baissière. On est allé la déborder assez puissamment et on s'est appuyé précisément dessus ce matin pour former un petit rebond à nouveau au-dessus de 6510. Cette oblique, on avait buté dessus depuis la mi-juin, au moins 4 fois, au moins 3 fois de façon majeure, et puis beaucoup plus si on regarde en détail. Donc elle était bien observée. D'aller se réinstaller au-dessus, même si on manque de dynamique, c'est plutôt bon signe, même si encore une fois le volume n'est pas là pour étoffer. Donc pour l'instant, c'est plutôt un trading range 6346, 6583,5 sur le futur. Si on arrive à déborder 6583,5, on peut aller chercher les tops annuels aux alentours des 6652 et pourquoi pas des extensions que vous avez sous les yeux, 6719, 6822 et puis évidemment on pense au plus haut historique du CAC 40 dans ce cas-là. Pour l'instant, on n'a pas le momentum, la dynamique pour le faire. Peut-être que c'est du côté effectivement des résultats d'entreprise qui vont être nombreux qu'on va pouvoir aller chercher ça. De la même façon, vous voyez cette oblique violette en dessous, au-dessus de laquelle on a réussi à se réinstaller. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif, mais on n'arrive pas à en décoller, on n'arrive pas à s'en extraire. Bon, après une vingtaine de % de hausse depuis le 1er janvier, c'est pas ridicule non plus. C'est plutôt un marché sain, plutôt un marché qui se comporte de façon cohérente, un marché estival. Bon, effectivement, je vous rappelle qu'on a 30 composantes du CAC 40, une trentaine de sociétés du CAC qui vont publier leurs résultats, leurs chiffres d'activité au cours de cette semaine. L'activité du deuxième trimestre a commencé par LVMH et Michelin ce soir. LVMH, évidemment, le poids lourd de la côte parisienne. Vous le disiez, Romain, effectivement, ces dernières semaines montrent un retour de la surperformance des secteurs technologiques et c'est donc un soutien très important pour les marchés américains qui sont largement pondérés en grande valeur technologique. Que dire des indicateurs techniques si on regarde le Dow Jones, le S&P 500, le Nasdaq? Est-ce que ces trois grands indices américains envoient à peu près les mêmes signaux et les mêmes messages? Oui, manifestement. Effectivement, on a sur le Dow Jones, par exemple, là sur des graphiques en journalier, sur le Dow Jones, des structures de consolidation longues aussi, qui datent de mai maintenant, sur un indice qui n'avait pas fait grand-chose, et puis des signaux de reprise en force avec du volume, des gaps haussiers, donc des gaps probablement de rupture, et peut-être une structure sur le Dow Jones qui est un peu différente des autres, une structure d'épaule, tête-épaule de continuation. On voit ces deux épaules, et puis la grande mèche basse au milieu, au-delà de 33 220, avec donc un potentiel intéressant d'accélération haussière qui n'est pas gigantesque, mais pour aller chercher au-delà des 35 360, une extension vers 36 790. Ce n'est pas l'indice le plus fort, mais c'était pour montrer la relative harmonie possible, puisque ce n'est pas encore avéré, mais sur les indices US.
Alors si on se penche sur le Dow Jones, lui aussi ce sont des signaux sur le S&P, pardon, lui aussi sur des signaux d'harmonie. Là, c'est un graphique en hebdomadaire. On voit ce franc rebond au-delà de 4232, qui était un niveau de résistance important, et sur la borne basse du canal haussier de moyen terme, donc toujours un marché très technique, propre, et qui donc ouvre la voie à une poursuite haussière avec un mouvement, un potentiel de hausse qui est intéressant, et donc des cibles situées aux alentours de 4504 dans un premier temps. 4156 pour être une cible raisonnable dans les séances qui viennent, et au cours de cette semaine, si on arrive à trouver des relais. On remonte en revanche dans ce marché-là, un peu sur tous les indices, le niveau d'alerte, on en profite puisqu'on a consolidé, rebondi, accéléré, donc on en profite pour remonter le niveau d'alerte. Sur le court terme, je l'ai placé entre 4169 et 4232 justement sur le S&P pour avoir des niveaux d'alerte proches et avoir un ratio risque-rendement qui soit intéressant. Et puis le Nasdaq qui est à nouveau à la fête, Romain. Que peut-on dire du Nasdaq ? Et vous avez choisi de vous focaliser également sur deux grandes stars de la tech américaine, Amazon et Apple. Apple qui publiera ses résultats demain soir après la clôture des marchés américains. Amazon, ce sera jeudi soir, si je ne dis pas de bêtises. Et une situation très intéressante puisque ces deux valeurs, Apple et Amazon, sont en train de sortir d'un schéma de consolidation qui durait depuis un an. Exactement. Donc c'est important. C'est pour ça qu'en regardant d'abord le Nasdaq, on voit cette structure d'élargissement qu'on n'aime pas tellement habituellement. Sauf que compte tenu de la lecture individuelle des valeurs, on peut exclure le danger dans l'immédiat. Le Nasdaq, là, en journalier que vous avez sous les yeux, est effectivement toujours à l'intérieur de son canal haussier de moyen terme. Il a évolué proprement avec une tendance calme et précise à l'intérieur du canal. Il y a eu ces petits doutes de la semaine dernière, et puis une réactivation haussière, le franchissement des 15 000 points de la même façon, avec, on le note dans la réactivation haussière, des gaps, donc gaps de rupture probablement, peut-être déjà de continuation, et puis un volume qui est venu étoffer tout ça. Donc on surveille cette petite structure qu'on n'aime pas beaucoup. Pareil, de la même façon, le niveau d'alerte de court terme, il est à 13 770, on l'a remonté un peu. Le niveau d'alerte de très court terme, il va se situer donc sous 14 594, qui sera vraiment le premier signal, le premier niveau à ne pas rompre. C'est même pas une alerte de court terme, ce serait vraiment une alerte intraday. On n'est qu'à 4 séances de cette zone-là. On a le droit de faire une petite pause dans l'attente des publications qui arrivent. Et donc effectivement, en allant zoomer, alors on n'a pas pris toutes les GAFAM parce que ce serait trop long, mais sur Amazon, un graphique mensuel cette fois-ci, là vous avez une structure qui est vraiment intéressante avec Amazon qui consolidait depuis l'été dernier, depuis donc juillet 2020, à l'intérieur d'une trading range de 1873 3554, et qui là cette fois-ci est en passe. C'est un graphique mensuel, donc on le saura fin juillet, mais qui est en passe et qui sort avec du volume de cette zone de consolidation qui est très, très nette et assez propre, donc, et qui s'ouvre un potentiel de progression complémentaire de l'ordre d'une quinzaine de pourcents par rapport au cours de clôture de vendredi soir, donc pour aller viser aux alentours de 4234. Alors l'alerte aussi elle est courte, 3554, ce serait la réintégration du trading range et le retour à l'intérieur des bornes de ce range-là. Ce n'est pas dramatique non plus, ce serait l'invalidation d'une sortie haussière, mais on va préférer clôturer au-dessus de 3554. De la même façon, Apple a eu à peu près le même genre de structure. Elle a évolué à l'intérieur plutôt d'un triangle rectangle cette fois-ci, et on en est sorti là assez franchement au-dessus de 136,84. On le voit assez nettement. La structure en noir que vous avez sous les yeux, donc 136,84 est un support, mais je l'ai mise en noir pour bien dessiner le triangle rectangle. C'était une figure haussière qui est assez fiable en plus quand la sortie se fait comme ça de façon assez puissante. Et là, la première cible c'est 152,90, ça laisse plus beaucoup de potentiel, mais l'extension et la cible légitime de la figure, c'est 174,50. Donc de l'ordre de 17% encore de progression sur le titre. Et donc quant à Amazon, à Facebook et Google, elles sont dans des structures haussières affirmées toujours, avec des franchissements de plus haut historique, donc un mouvement qui est plutôt fort globalement, et peut-être effectivement le retour de ces technologies qui n'étaient pas en panne, mais qui consolidaient depuis quelques temps maintenant. Bon, une phase d'hibernation peut-être qui se termine pour les GAFAM, phase de consolidation d'un an pour Apple et Amazon, à confirmer avec les publications qui sont attendues cette semaine, à commencer par celle d'Apple mardi soir. Romain Daubry qui était avec nous en visioconférence, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading.
Et il y en aura pour tout le monde cette semaine. Il y aura également du grain à moudre pour les économistes, avec beaucoup de chiffres macro attendus et des réunions de banque centrale, dont celle de la Réserve fédérale américaine. Nadia Garbier est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, on va avoir les premières estimations de croissance de PIB pour le deuxième trimestre pour pas mal de grandes zones géographiques, à commencer par les États-Unis et la zone euro. Les États-Unis publieront leur PIB T2 ce jeudi et la zone euro dans la foulée vendredi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la big picture macro aux États-Unis et en zone euro sur le trimestre écoulé, Nadia ? Oui, alors c'est vrai, des chiffres plutôt solides et aux États-Unis et aux zones euro. Aux États-Unis, on est probablement au pic de la croissance en T2 avec une croissance du PIB, selon nous, proche de 8% annualisé. Mais la grande question aux États-Unis, c'est de savoir si la déception dans le secteur de l'immobilier va se poursuivre au troisième trimestre. La consommation des ménages a été OK, mais pas non plus spectaculaire si on pense à tous ces milliers de dollars qui ont été versés aux ménages. Et en zone euro, là, la reprise a quand même commencé plus tard qu'aux États-Unis, avec un début d'année très compliqué, mais une croissance qui devrait être plutôt bonne, autour de 1%. Non annualisée, mais une croissance qui s'accélère. Si on regarde les enquêtes qu'on a eues la semaine dernière avec les PMI, ce matin avec l'IFO, les enquêtes pointent plutôt vers une croissance solide en début du troisième trimestre, même si le variant Delta inquiète pour le reste de l'année. Ouais, donc on risque d'avoir quand même deux dérivés qui se croisent entre la dynamique européenne qui pourrait se prolonger, s'accélérer encore peut-être même sur le troisième trimestre, modulo le stress sanitaire évidemment, et en revanche plutôt des indications de décélération pour le troisième trimestre américain, Nadia ? Exactement. Alors même si la croissance aux États-Unis va rester au-dessus de sa tendance, mais on devrait avoir une certaine modération aux États-Unis, alors qu'au contraire, en zone euro, on devrait voir la croissance s'accélérer au troisième trimestre. Sur le plan de l'inflation, on notera qu'il y a un chiffre attendu en fin de semaine. Alors l'indice préféré de la Réserve fédérale américaine, qui est un indicateur de prix, de dépenses de consommation pour le mois de juillet. On a déjà eu le traditionnel CPI qui est publié avant, donc l'indice PCE, le corps PCE qui sera publié vendredi. C'est l'occasion de dire un mot de la Réserve fédérale américaine et de la réunion qui se tient cette semaine, qui va commencer demain. Le discours, la conférence de presse de Jérôme Powell sera à suivre mercredi soir avant la publication de cet indicateur d'inflation. Est-ce qu'on attend, je ne sais pas, des précisions sur un éventuel calendrier d'exit stratégie pour la Réserve fédérale américaine ? Est-ce que c'est beaucoup trop tôt ? Est-ce que l'aspect sanitaire risque à nouveau de l'emporter dans le discours de Jérôme Powell ? Alors c'est un peu tôt peut-être pour avoir une décision au mois de juillet pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'on a un rapport de l'emploi la semaine prochaine qui va être très important et qui va nous donner une meilleure idée, notamment sur l'impact des chèques sur le marché de l'emploi. Certains États républicains ont arrêté de distribuer des chèques et il sera intéressant de voir l'impact sur l'emploi. Vous citiez aussi l'inflation et c'est vrai que c'est un chiffre important pour la Fed, même si on a déjà eu le corps CPI avant. C'est pas vraiment une grande surprise, on s'attend pas vraiment à une grande surprise pour la fin d'année. Mais je dirais que c'est encore un peu tôt pour la Fed pour se prononcer. On aura vraisemblablement, à mon avis, un signal sur le tapering plutôt à Jackson Hole, avec un tapering qui commencera réellement plutôt en début d'année prochaine. Mais pour le moment, en tout cas pour la Fed, c'est un peu tôt pour faire quoi que ce soit. Et vous citez aussi au début, on a ce fameux variant Delta qui inquiète tout de même, non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis, avec son impact potentiel sur la croissance. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il inquiète autant, Nadia ? Enfin, on comprend, on regarde tous à nouveau les chiffres de l'épidémie. Le constat positif qu'on peut dresser, c'est quand même que la tension hospitalière est loin d'être atteinte aujourd'hui, même si le nombre de nouveaux cas positifs semble exponentiel dans pas mal de régions. On sent néanmoins que la situation, alors au niveau des décisions, des décisionnaires politiques, crée quand même pas mal de stress, d'inquiétude. Il suffit d'écouter les discours. Je crois qu'aux États-Unis, c'est le docteur Fauci qui s'exprimait cette semaine ou le week-end dernier, indiquant que les États-Unis étaient sur la mauvaise pente là en matière sanitaire. On a
l'impression qu'on retourne quelques mois en arrière. Est-ce que c'est sur le plan économique un vrai sujet d'inquiétude? Est-ce qu'il y a un vrai scénario de risque lié à cette vague Delta sanitaire? Alors, il y a un scénario de risque. Maintenant, cette vague Delta devrait être moins, je dirais, l'impact devrait être moins important que les vagues précédentes. Mais clairement, à mon avis, je pense qu'il y a vraiment un scénario de risque. On le voit déjà dans les enquêtes, notamment le PMI, mais aussi ce matin, par exemple, l'IFO en Europe, mais c'est aussi le cas aux États-Unis. On voit que dans les sous-composantes ou les composantes qui sont un peu plus forward-looking, donc à 6 mois, à 12 mois, on voit cette inquiétude de la part des entreprises, mais aussi des consommateurs. Donc il y a un réel, je dirais, risque d'avoir une croissance plus faible qu'attendue dans les prochains trimestres à cause de ce variant Delta et surtout à cause des restrictions potentiellement imposées par les gouvernements pour contenir ce variant. Mais il y a un vrai risque, effectivement, sur le canal de la confiance, d'une certaine manière, Nadia? Exactement. Je pense qu'à mon avis, c'est vraiment sur le canal de la confiance que tout va se jouer, et notamment sur les consommateurs. On sait que les consommateurs ont plein d'épargne, en ont accumulé plein dans les précédentes vagues. Et la grande question, c'est est-ce qu'ils vont continuer à dépenser cette épargne ou au contraire vont garder cette épargne pour des temps, je l'espère, un peu meilleurs dans les prochains mois. Merci beaucoup Nadia, merci pour votre éclairage macro sur les enjeux de cette semaine, une semaine qui sera chargée, intense, je vous le rappelle, à la fois du côté des publications d'entreprises. On va avoir une trentaine de sociétés du CAC 40 qui publieront leurs résultats tout au long de la semaine, à commencer par LVMH et Michelin ce soir après la clôture en Europe. Les GAFAM aux États-Unis, mais on attend également des publications importantes dans le secteur des sociétés minières, par exemple. Rio Tinto, un des géants du secteur, va publier ses chiffres cette semaine, dans une période de boom des prix des commodities, des matières premières. Et puis on aura également les premières indications sur le secteur bancaire en zone euro, puisque les grandes banques américaines ont déjà publié leurs résultats, avec notamment BNP pour la France qui publiera ses résultats ce vendredi. On aura également des chiffres du côté de Deutsche Bank en Allemagne ou encore d'Unicredit en Italie. Et puis sur le plan macro, vous l'aurez compris, les premières estimations de croissance attendues pour le deuxième trimestre aux États-Unis ce jeudi, en zone euro vendredi. On attend un PIB américain à un rythme de plus de 8% d'un trimestre sur l'autre annualisé. On suivra la croissance zone euro ce vendredi avec un chiffre peut-être trimestriel autour de 1% et l'idée d'une accélération en zone euro au troisième trimestre. Et puis cette réunion de la Réserve fédérale américaine qui marquera le milieu de semaine, qui commencera demain jusqu'à mercredi avec une conférence de presse et une décision de politique monétaire. On attend évidemment un statu quo, pas de changement sur le réglage de la politique monétaire à ce stade aux États-Unis et une conférence de presse à suivre de Jérôme Powell mercredi soir. Nadia Garbi qui était avec nous par téléphone dans cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart, économiste chez Pictet Wealth Management à Genève. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.